Mais moi, je l'aimais pas. Je l'aimais pas. On m'a dit, non, tu peux plus changer d'avis. T'as la robe, t'as le trousseau, et tante Géraldine a commandé la chambre. Et puis ce serait déloyal. Une honte pour la famille. Pense à ton petit frère au collège. Pense à ta pauvre mère qui a déjà tant supporté. Manqué mourir à ta naissance. À ton père qui s'est mis en frais. Oui, ton père est à l'aise, mais c'est pas une raison. Pense à tous ceux, à toutes celles. Pense à... J'aurais dû sans doute penser aussi à moi. J'avais pas l'habitude. La chambre était en morisier. Le lit, l'armoire, la coiffeuse bureau et puis les tables de nuit. Il aurait ça pour moitié. Il disposerait du linge empilé dans l'armoire. Il aurait aussi des hectares de bonne terre à cultiver. Tenant à caser leur fille, mes parents n'avaient pas lésiné. Faut croire qu'une fille à marier, ça encombre, ça cause du souci. Une fille pas trop belle, je dois dire. Bon, pour être honnête, une fille franchement laide. L'ensemble lourd et sans grâce. Le détail pas réjouissant. Les dents qui avancent, le nez trop gros. Les yeux comme des boutons de bottines. Seule exception dans ce désastre, mes mains qui sont longues et douces. Je les protège. Je les masse avec une crème hydratante. Dès les premiers froids, je mets des gants, même rien que pour aller chercher les œufs au poulailler. Tout le monde dit qu'il est fort dur à l'ouvrage. Parfois il sourit, juste un instant. Je l'aime pas, et c'est évident qu'il ne peut pas m'aimer. Qu'il aime seulement les terres céréalières, la vaste demeure, le tracteur offert par mon parrain, un Massey Ferguson, 100 chevaux, 4 roues motrices. Lui qui a fait des études au lycée agricole, mais là pour tout bien que les idées dans sa tête, de la détermination, il n'aurait pas manqué cette chance d'épouser la fille d'un gros fermier. Il en dit rien parce qu'il n'est pas causant et aussi qu'il a des bonnes manières. Il dit seulement qu'il faudra d'abord ensemencer la grande parcelle et plus tard le vallon. Il dit que le papier des murs, ça lui est égal, il me laisse choisir. C'est moi qui tiendrai la maison, alors il préfère que ce soit à mon goût. Il dit que le jardin aussi est mon domaine. Une fois qu'il aura bêché les plates-bandes, je serai libre de décider où planter les fleurs et quelles fleurs, et pareil pour les légumes et les herbes aromatiques. Mais je l'aimais pas. Quand il a tendu la main vers moi sous le tilleul, 3 fois centenaire, j'ai eu un mouvement de recul. Il a dit: Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu trembles? Jeter ça de ton cou? Ça, c'était la petite aile d'une graine, d'un vert tendre, une chose si frêle entre ses doigts. Et tranquille, il a dit: N'aie pas peur. Et puis, je te veux du bien, que du bien. Ma famille s'accorde à reconnaître que c'est un bon garçon. Personne ne doute que je suis une bonne fille. Tous deux, on appartient à la foule des braves gens sans histoire. Et ses parents à lui, braves gens sans histoire, des artisans, vont être heureux qu'il s'installe. Et je l'aimais pas. Qu'est-ce qui m'a pris de me marier? Je voulais rester seul, avec ma laideur, cellulite acné, cheveux rebelles, dents jaunâtres et de travers. Mais aussi cette liberté, cette joie d'avoir pour moi l'air et l'eau et les branches et les fougères, l'odeur des bois, la douceur des aubes et des crépuscules. Parce que j'avais ça. Parce que c'est merveilleux d'avoir ça quand ce qu'on a au physique est du plutôt mal foutu. Il a les temps et ses reflets où se diluent si joliment les traits grossiers d'un visage. Il y a les herbes des talus qui frissonnent et ondulent. Alors on oublie un moment de tortiller avec hargne une mèche de cheveux rêches et d'un roux agressif. J'avais ça depuis toujours. La terre et le ciel. Toute petite déjà, je disais que c'était beau la forêt, que c'était beau la rivière, lorsqu'un nuage y traînait son ombre. J'aurais dû mieux protéger mes trésors. Ce corps vigoureux installé dans une vie est comme un écran qui les dérobe à ma vue, comme un mur qui m'enferme, comme le couvercle d'un cercueil qui retombe sur moi chaque soir quand je devrais plutôt attendre l'enveloppement doux d'une chair désirante, lavée à granger, chauffe-eau offert par tante Emma, de la sueur qui lui a coûté au long du jour la culture intensive de l'orge et du blé. Cet homme, il avait l'air satisfait. Mais moi, je l'aimais pas. Non, je l'aimais pas. J'étais allé devant monsieur le maire de Morillon-sur-Ypère. J'avais une robe blanche, un voile et un bouquet à la main. Lui en costume gris rayé. Fines, les rayures. Pas trop moche le costume. Lui non plus, pas moche, mais ça ne changeait rien. Et le maire a demandé, à lui le premier, le masculin l'emportant toujours sur le féminin: Consentez-vous? Il a dit oui. Et puis à moi: Consentez-vous? Et j'ai dit oui. Je consentais à ne pas indisposer la famille, les voisins, les amis, qui s'étaient endimanchés, étaient venus avec des cadeaux, ravis d'écouter mon timide acquiescement et sans doute se figurant que c'était un bien grand bonheur qui me donnait cette voix chevrotante. Risquant des commentaires, je croyais les entendre. Enfin la voilà, pourvue, bonne affaire, parce que franchement on peut le dire à présent, c'était pas évident qu'elle trouve un homme qui... Bonne affaire pour la fille sans charme. Bonne affaire pour le garçon qui avait grand besoin d'hectares à cultiver.
Après, il y a eu l'église. Et encore à dire oui. Même quand on a dit oui une fois, ça coûte de recommencer. Et puis de dire oui à la défloration. J'étais vierge, mais je savais. Les enfants de la campagne voient la vache et le taureau, la jument et les talons. La chienne de la maison, montée par un dog 2 fois plus gros qu'elle, acceptant, jouissant, probable. Je l'aimais pas. Et je l'aimais pas. Il avait envie des terres. Pour lui, un tracteur dernier modèle avec cabine à air conditionné qu'apportait la promise permettait d'oublier les dents de la promise. Les oreilles trop grandes et décollées, les seins tombants, les jambes épaisses avec déjà ces légers enflements de veines qui se noueront en varices et la crispation du corps qui se refuse. Je l'aimais. Oh, je l'aimais. Il se mariait avec une autre, et je l'aimais. Je rêvais qu'il entrait en moi. Ma tante Adrienne m'avait confié que l'oncle Paul, la nuit de ses noces, était entré en elle, comme dans du beurre. Et pourtant, elle jurait qu'il était le premier. Elle ajoutait qu'on pourrait même dire dans du beurre fondu, tant elle se sentait toute molle et coulante. Et moi je rêvais de cette union-là, et je la vivais en rêve. J'avais rêvé aussi de promenade, main dans la main, sous un grand ciel bleu, ou bien au clair de lune, ou entre 2 ondées de printemps. On se serrait l'un contre l'autre, frissonnant d'émotion et de fièvre. J'avais rêvé de soupe du soir, qu'on mangeait face à face, et la joie nous coupait l'appétit. On s'arrêtait, on posait la cuillère. Nos lèvres esquissaient la moue d'un baiser. Je l'aimais, je l'aimais. Il épousait la vilaine rouquine du Haut-Morillon, un leudy à l'écart du bourg, un hameau avec une seule grosse ferme et une seule grosse fille à marier. Je l'avais rencontré trop tard. Déjà, les bans étaient publiés. J'aurais pu le rencontrer au baptême du petit dernier, chez les Lantins, mais ce dimanche j'avais la migraine, et donc j'étais resté à la maison étendu sur mon lit, le front bandé d'un linge mouillé d'eau de mélisse. J'aurais pu le rencontrer à la foire de Saint-Bénat, mais c'était ma période les foires c'est pas marrant. On se fait tripoter par les gars, on se fait piquer son porte-monnaie. Aussi j'avais annoncé « je viens pas ». À la foire de printemps, mon père était prêt à partir, il a dit qu'au fond j'avais pas tort. Il a dit encore « si tu viens pas, tu jetteras un coup d'œil à la Blanche ». Alors c'est moi qui étais là quand elle a vélé la Blanche. Ça l'a prise au milieu de l'après-midi. D'habitude ça arrive plus tôt dans les heures de la nuit. J'ai essuyé le poil mouillé du nouveau-né avec un torchon usé. Dieu merci, le vétérinaire se gardait bien de fréquenter les foires où personne n'aurait songé à payer pour ses avis. Et quelle bonne idée j'avais eue de ne pas m'éloigner. Une chance. Sauf qu'à la foire de Saint-Bénat, cet homme, il y était, lui. J'aurais pu encore le rencontrer à la séance du conseil municipal pour l'empierrement des chemins vicinaux. J'avais lu l'affiche, les habitants de la commune étaient conviés aux délibérations, mais ce soir-là, je regardais un Maigret à la télé. J'aurais pu le rencontrer avant qu'il rencontre l'autre. Rien qu'une petite inversion dans l'ordre des événements et ma vie changeait. À quoi ça tient le bonheur? On se lève 5 minutes plus tôt, plus tard que l'ordinaire. On veut aller au village, chercher le pain tout juste sorti du four et puis on hésite, on traîne. On se contentera du reste de la miche, rassis, mais qu'on va tremper. Donc on n'est pas à tel endroit, à telle heure. Après la messe, on reconduit pas, une copine jusqu'à chez elle. Et par ce fait, ou pas faire, on manque à croiser l'homme qui... Ainsi, je ne l'ai pas approché. Je n'ai pas tenté de lui plaire. Pas avant qu'il se déclare à la fille laide du Haut-Morillon. Tout a suivi très vite. Voulez-vous prendre? Et j'entends le oui qu'il a prononcé et puis son oui à elle. Un oui glorieux, un vrai oui pour toujours. Un oui qu'on lance comme un défi à l'univers entier. Des autres femmes du pays disent qu'elle n'est pas belle. Mais d'autres font remarquer que ce qui compte chez une épouse, c'est la vaillance, et puis la fidélité, et le soin qu'elle apporte à tenir la maison. Et sans doute lui aussi c'est ce qu'il pense. Il est content. Elle est heureuse. Mais moi, je l'aimais. Moi, je l'aimais. Alors, avec lui, tout aurait été facile. Nous aurions eu des enfants, blonds et bouclés. Des gamins aux beaux yeux clairs, comme mes yeux, avec un teint superbe, comme mon teint. Les enfants qu'elle lui donnera hériteront de leur mère, un vilain nez, des cheveux rouges et rêches. Les enfants, on n'en était pas encore là. Elle avait peut-être un ventre stérile. C'est bien ce que j'espérais, cherchant à l'envoûter, à lui jeter un sort, essayant les mots maléfiques. Je m'attardais sur des images ridicules, dérisoires. Je la voyais s'extasiant devant des cadeaux rassemblés sur une table de fortune dressée dans une grange fleurie pour le repas de noces. Des planches sur 2 tréteaux recouvertes d'un drap blanc. Je la voyais caressant le flanc arrondi de la bouilloire qui allait sur le fourneau marquer le début de son règne. Tous les matins, bonne maîtresse de maison, elle écouterait l'eau chanter, elle passerait l'eau sur le café. Je la voyais renfermant dans son écrin la pince à sucre en argent qu'elle n'utiliserait pas, mais astiquerait chaque semaine, et puis se contemplant dans le miroir, orné d'une guirlande de roses émaillées.
traquant sa laideur, se disant qu'en somme, ça ne l'avait pas empêché d'avoir un amoureux. Je la voyais tripotant un cendrier, dépliant et repliant un apron de dentelle. Je la surprenais, touchant d'un doigt précautionneux les petits sujets en biscuits offerts par sa tante à elle, joyeux tyrolien, bergère légère. Une tante au goût douteux, mais pas vieille et pas bégueule, et qui lui aurait raconté sa nuit de noces avec un rire complice. Je la voyais, inconsciente de l'injustice dont je suis la victime, acceptant sans se poser de questions des bienfaits que le hasard lui dispense. Cette fille laide qu'il l'a épousée, quand moi je suis belle, et certaine qu'il m'aurait choisie s'il m'avait connue la première. J'ai un joli visage, un corps souple et bien proportionné. Seules mes mains me déplaisent. Elles sont noueuses aux jointures. Un jour, j'aurai des rhumatismes. Déjà, je prends des précautions. Pour les travaux rudes, je porte des gants. Je l'aimais. Oh, je l'aimais. Parfois, je me disais que la vie, ça ne valait pas grand-chose. Tant d'efforts et d'obstination pour en soi la préserver à quoi? Pour la préserver à quoi? Ça, pardon. Tant d'efforts et d'obstination pour en soi la préserver, à quoi ça rime? Quand l'homme convoité est inaccessible, perché sur son tracteur tout neuf et puis rentrant à la maison, on l'attend sa compagne, la vie était comme un fardeau, une maladie. Parfois, je me disais aussi que je connaissais un remède. Je savais où le trouver. Au grenier, dans la malle, ce pistolet à la crosse quadrillée, le Beretta de mon grand-père. Un cadeau de son meilleur copain de régiment. Je l'appuyais contre mon ventre. Je voulais mourir, peut-être. Ou bien, je voulais que meure celui qu'elle a épousé. Ce serait à elle de souffrir. Et moi, je pourrais oublier. Je l'aimais pas. Je rêvais. Maladie, accident, homicide, il est mort. On me dit oui qu'un nez ça se remodèle, que les régimes basse calories sont efficaces. Je rencontre un autre homme. Je décide de rester veuve. On m'assure que ce n'est pas trop tard pour me faire arranger les dents. Je revenais très vite au réel, parfois m'examinant dans le miroir, offert par la cousine Josiane. Mes yeux en boutons de bottines fixant leurs reflets en boutons de bottines, je songeais à un ultime recours, l'instrument d'une solution dernière. Dans le tiroir de la commode, au fond de cette chambre où Grandpa avait fini ses jours, son pistolet, enfoui sous le linge jauni depuis les temps si lointains du maquis. Un Beretta d'un beau noir, crosse quadrillé, l'arme idéale pour tuer, ou se tuer. Je coinçai le canon entre mes seins. Une balle de 9 mm, ça fait sûrement du bon travail. Je l'aimais. Je l'aimais pas. C'est demain matin qu'on l'enterre. Ce tracteur abandonné, engagé dans un chemin étroit, rendait malaisé le passage. Très vite, attirant l'attention des gendarmes qui ont découvert le corps dans le fossé. Le dos de la chemise était taché de sang. Tout le monde a pu lire ça dans le journal. Et aussi qu'à l'autopsie, le médecin légiste a diagnostiqué une perforation du poumon provoquant l'hémorragie fatale. De la blessure, on a extrait une balle, calibre 9 mm. Les enquêteurs recherchent l'arme du crime, espérant y trouver des empreintes. J'avais mis des gants.